Le Phèdre de Platon, suite. Phèdre. Je joins ma prière à la tienne, Socrate, pour que tes souhaits, s'ils nous sont réellement avantageux, se réalisent. Quant à ton discours, je n'ai pas attendu la fin pour en admirer la beauté. Il est bien supérieur au mien. Aussi je crains que Lysias ne fasse piètre figure en admettant qu'il se prête à composer un pendant à ton discours. Aussi bien, tout dernièrement, merveilleux Socrate, un de nos hommes d'État, le prenant à partie, lui reprochait justement d'écrire, et d'un bout à l'autre de sa diatribe, le traitait de faiseur de discours. Il se pourrait donc bien que par respect humain, il refusât d'écrire. Socrate. Voilà une idée qui n'est pas sérieuse, jeune homme, et tu connais bien mal ton ami, si tu le crois si timoré. Mais peut-être penses-tu que son détracteur aussi parlait sérieusement ? Phèdre. Il en avait bien l'air, Socrate, et tu sais toi-même que les hommes les plus puissants et les plus considérables dans les États rougissent d'écrire des discours et de laisser des écrits dans la crainte de passer auprès de la postérité pour des sophistes. Socrate. Tu oublies, Phèdre, que le proverbe « coude charmant » vient du grand coude du Nil. Outre cela, tu ne vois pas non plus que les hommes d'État les plus infatués sont les plus ardents à réaliser des discours et à laisser des écrits après eux. Quand ils ont écrit un discours, ils sont si contents d'avoir des approbateurs qu'ils ne manquent jamais d'inscrire en première ligne le nom de ceux qui les approuvent. Phèdre. Que dis-tu ? Je ne comprends pas. Socrate. Tu ne comprends pas qu'en tête de tout écrit d'un homme d'État, on trouve toujours inscrit l'approbateur ? Phèdre. Comment ? Socrate. Il a plu, dit-il, au Sénat ou au peuple, ou à tous les deux, sur la proposition d'un tel, et ici l'auteur se loue lui-même en termes magnifiques, et il continue en étalant à ses admirateurs sa propre sagesse, dans un écrit qui prend parfois des proportions considérables. Ne te semble-t-il pas qu'un placard de ce genre n'est autre chose qu'un discours écrit ? Phèdre. Il me le semble. Socrate. L'écrit passe-t-il, l'auteur sort tout joyeux du théâtre. Est-il rejeté, et l'auteur se voit-il ôter l'honneur d'être un faiseur de discours et jugé indigne d'écrire, il s'en désole et ses amis avec lui. Phèdre. C'est vrai. Socrate. Preuve que, loin de mépriser ce métier, il le regarde avec envie. Sans doute. Mais quoi ? Lorsqu'un orateur ou un roi est capable de revêtir la puissance d'un Lycurgue, d'un Solon, d'un Darius, et de s'immortaliser dans un état comme faiseur de discours, ne se regarde-t-il pas lui-même comme un dieu durant sa vie, et la postérité ne porte-t-elle pas de lui le même jugement en considérant ses écrits ? Certainement. Penses-tu donc qu'un de ces politiques, quel que soit son caractère et sa malveillance pour Lysias, lui fasse honte de son talent même d'écrivain ? Ce n'est pas vraisemblable d'après ce que tu dis, car ce serait dénigrer, ce me semble, sa propre passion. Il est donc évident pour tout le monde que le fait même d'écrire des discours n'emporte pas de honte. En effet. Mais ce qui est honteux, ce me semble, c'est de ne pas parler et écrire comme il faut, mais de parler et d'écrire mal et ridiculement. C'est évident. Qu'est-ce donc que bien ou mal écrire ? Faut-il, Phèdre, que nous interrogions sur ce point Lysias et tout autre qui a écrit ou doit écrire sur un sujet public ou privé, en vers comme un poète ou en style libre comme un prosateur ? Phèdre. S'il le faut, dis-tu. Et pourquoi vivrait-on ? J'ose le dire, sinon pour de tels plaisirs ? Ce n'est pas vivre que de vivre pour ceux qui sont nécessairement précédés d'une peine, sans laquelle il n'y aurait même pas de plaisir, ce qui est le cas de presque tous les plaisirs physiques, qu'on a justement pour ce motif appelés serviles. Socrate. Nous avons du temps, n'est-ce pas ? Et puis les cigales, qui sous l'effet de la chaleur étouffante chantent et s'entretiennent ensemble au-dessus de nos têtes, semblent nous regarder. Si donc elles nous voyaient tous deux comme le commun des hommes,
cesser nos entretiens au milieu du jour, baisser la tête et bercer à leurs chansons nos esprits paresseux, elles se moqueraient de nous avec juste raison. Elles penseraient voir des esclaves qui seraient venus près d'elles en cet asile pour faire la sieste, comme des moutons assoupis à l'heure de midi autour de la fontaine. Mais si elles nous voient converser et passer à côté d'elles sans nous laisser charmer par leur chant de sirène, elles nous admireront, et peut-être nous feront-elles part de cette récompense que par une permission des dieux, elles peuvent accorder aux hommes. Phèdre. De quelle récompense veux-tu parler ? Je crois bien que je n'en ai jamais entendu parler. Socrate. Il ne sied pas à un ami des Muses d'ignorer ces choses-là. On dit que jadis, avant la naissance des Muses, les cigales étaient des hommes. Quand les Muses naquirent et firent connaître le chant aux hommes, certains d'entre eux furent alors tellement transportés de plaisir qu'ils oublièrent en chantant de boire et de manger, et moururent sans s'en apercevoir. C'est d'eux que vient la race des cigales, qui ont reçu des Muses le privilège de n'avoir pas besoin de nourriture et de chanter de leur naissance à leur mort sans boire ni manger, puis d'aller rapporter aux Muses par qui chacune d'elles est honorée ici-bas. Ainsi elles font connaître à Terpsichore ceux qui l'ont honorée dans les cœurs, et elles augmentent sa tendresse pour eux. À Erato, ceux qui l'ont honorée dans leurs poèmes d'amour, et de même aux autres, ceux qui leur ont rendu le genre d'hommage qui leur convient. À Calliope, la plus ancienne, et à Uranie, la cadette, elle rapporte les noms de ceux qui passent leur vie à philosopher et qui honorent les arts auxquels elles président. Ces deux muses, qui sont spécialement occupées du ciel et des discours des dieux et des hommes, sont celles dont les accents sont les plus beaux. Voilà bien des raisons de parler, au lieu de faire la sieste de midi. Phèdre. Eh bien, parlons. Socrate. Nous nous proposions tout à l'heure d'examiner ce qui fait qu'on parle ou qu'on écrit bien ou mal. N'est-ce pas le moment de faire cet examen ? Évidemment si. N'est-il pas nécessaire pour qu'un discours soit parfait qu'il ait pour fondement la connaissance de la vérité, touchant la question qu'on veut traiter ? Phèdre. J'ai entendu dire à ce sujet, mon cher Socrate, qu'il n'était pas nécessaire au futur orateur de connaître ce qui est réellement juste, mais ce qui semble juste à la multitude chargée de prononcer, ni ce qui est réellement bon ou beau, mais ce qui paraîtra tel. Car c'est de la vraisemblance, non de la vérité, que sort la persuasion. Socrate. Il ne faut pas dédaigner Phèdre une parole tombée de la bouche des sages. Il faut voir si elle est juste, et ce que tu viens de dire mérite qu'on s'y arrête. Tu as raison. Nous nous y prendrons de la manière que voici. Voyons. Si je te conseillais de te procurer un cheval pour aller à la guerre, et que nous ignorions tous deux ce qu'est un cheval, si je savais seulement que Phèdre prend pour un cheval celui des animaux domestiques qui a les plus grandes oreilles, point de suspension, Phèdre. Il y aurait de quoi rire, Socrate. Socrate. Non pas encore. Si je voulais sérieusement te persuader, et si pour cela je composais un discours à la louange de l'âne que j'appellerais cheval, disant que c'est une bête inestimable à la maison et à l'armée, propre à te porter au combat, capable de transporter des bagages et apte à bien d'autres usages, point de suspension, Phèdre. Ce serait le comble du ridicule. Socrate. Ne vaut-il pas mieux être ridicule que dangereux et funeste à ses amis ? Phèdre. Sans doute. Socrate. Lors donc qu'un orateur ignorant le bien et le mal trouve ses concitoyens dans la même ignorance et entreprend de les persuader, non pas en louant l'ombre d'un âne sous le nom de cheval, mais en louant le mal sous le nom de bien, et lorsqu'ayant étudié les préjugés de la multitude, il arrive à lui persuader de faire le mal au lieu du bien, à ton avis, quel fruit la rhétorique récoltera-t-elle de ce qu'elle a semé ? Phèdre. Des fruits assez mauvais. Socrate. N'aurions-nous pas, mon bon ami, maltraité la rhétorique un peu brutalement ?
Peut-être pourrait-elle nous dire: qu'est-ce donc que vous débitez là? Vous êtes d'étranges raisonneurs. Je ne force personne à apprendre l'art de la parole sans connaître le vrai. Mais si mon avis a quelque valeur, qu'on s'assure d'abord la possession de la vérité. On viendra ensuite à moi. Car j'affirme bien haut que sans moi, on aura beau posséder la vérité, on n'en sera pas plus capable de persuader par les règles de l'art. Phèdre. N'aurait-elle pas raison de parler ainsi? Socrate. Sans doute, si les voix qui s'élèvent vers elle rendent témoignage qu'elle est un art. Mais je crois en entendre qui s'approchent et protestent qu'elle ment et qu'elle n'est pas un art, mais une simple routine. De véritable art de la parole, en dehors de la vérité, il n'y en a pas, dit le laconien, et il n'y en aura jamais. Phèdre. Il faut donner audience à ces voix, Socrate, fais-les comparaître ici, et approfondis leurs paroles et leurs raisons. Socrate. Approchez, noble créature, et persuadez Phèdre, père de beaux enfants, que s'il n'a pas suffisamment étudié la philosophie, il ne sera jamais capable de parler sur quoi que ce soit. Que Phèdre réponde. Phèdre, interrogez.